De Mamon à Macron, une micro-histoire de la macroéconomie ou encore Making Money Mafias, de la mondialisation au nouvel ordre mondial. J'aurais pu aussi intituler cette intervention 1000 milliards de dollars en hommage à Henri Verneuil et Patrick Dewaere. Je me présente rapidement, je m'appelle François-Marie Perrier, j'ai été prof de l'éducation nationale, titulaire d'un CAPES d'italien, j'ai aussi enseigné le français et le latin. J'ai démissionné en 2001 de l'éducation nationale pour travailler comme guide de voyage dans 2 agences en Inde, au Proche-Orient, en Europe et en Amérique centrale. Au cours de cette activité, je me suis plongé dans l'histoire des civilisations assez profondément et aussi dans l'actualité récente ou du XXe siècle et du XXIe siècle de ces pays. Et j'ai réalisé des reportages pour différentes revues autour de l'histoire des religions. Je suis pas mal engagé dans le dialogue interreligieux depuis plusieurs années et je suis l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'histoire des civilisations, des religions, des carnets de voyage et des livres de photographie. La mondialisation, c'est pas un peuple ou une race qui régnerait sur le monde, c'est pas des hybrides extraterrestres, c'est pas un conseil mystérieux d'Illuminati, mais c'est une entente tout à fait concrète de personnes à travers tous les continents, tous les pays, des personnes avec des postes de responsabilité et de pouvoir, appartenant à tous les peuples, à toutes les religions, ou absence de religion, à des idéologies en apparence contradictoires, dans des loges ou en dehors des loges maçonniques ou d'autres types de loges, et prospérant par la désinformation, la ruse, la force brute, l'intimidation, la peur, en s'appuyant sur les intérêts ou la sécurité d'une majorité ou d'une minorité, et sur le sentiment d'impuissance qu'il y a à changer un système, une société, et sur le manque de confiance que se font les hommes, et qui est peut-être le premier obstacle à lever. La question du pétrole et de la technologie montre bien, par exemple, comment des pouvoirs, une question énergétique, peuvent passer à travers des continents entiers, mobilisant des ressources, des personnes et allant toujours dans le même sens pour l'intérêt de ceux qui tiennent ces sources d'énergie. Même si, bien évidemment, dans la question du pétrole, il y a des camps divers, mais dans la question de la mondialisation, ces camps divers existent également, mais une direction est donnée de manière générale pour un modèle d'économie, de gouvernance, comme on est aujourd'hui, et le rapprochement qui se passe en ces temps de coronavirus, malgré les critiques entre des géants tels que la Chine, les États-Unis, l'Europe, sous prétexte de la sécurité des nations, qu'elle soit sécurité contre le terrorisme ou sécurité sanitaire, eh bien ça va dans le même sens, comme l'oppression qui n'a pas de frontières. Un adage que je dis souvent, c'est si vous voulez connaître la vérité sur le pétrole, sur l'agriculture, sur la médecine, sur l'industrie pharmaceutique, sur la finance, ne demandez pas à votre banquier, ni aux instances bancaires, ne demandez pas aux militaires, ne demandez pas à la FNSEA, ne demandez pas à ceux qui tiennent ces pouvoirs-là. C'est-à-dire que, par définition, ce ne sont pas à ceux
qui tiennent les instances directrices du monde, qui pourront vous dire la vérité sur leurs agissements. Et j'aurais pu rajouter bien évidemment la religion. Dans ces structures-là, c'est la loi du silence ou de la désinformation qui règne, et le risque de licenciement, voire des choses beaucoup plus graves, qui attendent ceux qui voudraient parler. Mais parfois, il y a des exceptions, il y a des repentis, hein, des pentiti, comme on dit pour le cas de la mafia en Italie, qui parlent. Et assez étrangement d'ailleurs, souvent les choses sont annoncées à l'avance par des personnes à l'intérieur même de ces milieux-là. On va le voir. Et tous les scandales démontrent, sachant qu'il y a peut-être un scandale qui éclate pour 9 qui ne seront jamais démasqués, et toute l'histoire démontre eh bien que l'histoire du monde est la confiscation des décisions par les puissants et par ceux qui les servent par la désinformation et la manipulation des peuples. Donc vraiment, je m'adresse dans cet exposé aux sceptiques, pas uniquement aux sceptiques, à tous ceux qui essaient d'avoir un discours structuré, ce qui est très difficile, de garder en mémoire des faits et de trouver le ton juste. Alors je ne prétends pas que je l'aurai toujours, parce que bien évidemment cette situation me révolte, elle m'est insupportable, mais j'espère apporter des faits à ceux qui doutent ou à ceux qui savent déjà, mais auxquels il manquerait des textes, des faits, des dates, pour être plus convaincants et faire en sorte que tous ensemble, eh bien, on avance vers la vérité. C'est un sujet très important, il ne faut pas se voiler la face, c'est être complice, rester dans la peur, dans le silence ou dans l'intérêt personnel ou dans celui d'un groupe, sous prétexte qu'on ne peut rien faire ou que ça a toujours été comme ça. Pour moi c'est quelque chose de grave, même si c'est des réactions qui sont compréhensibles. Mais justement, en France, c'est pas encore la Corée du Nord, c'est pas encore la Russie, la Chine, ou une dictature d'un pays arabe, du Proche-Orient. Donc il faut parler, parce qu'on est vraiment en ces temps de coronavirus, à un moment où les choses sont en train de basculer. Tout le monde s'en rend compte, quel que soit ce qu'on ait l'impression de comprendre à travers ça. Je vais être totalement rationnel dans l'exposé qui va suivre, tout en sachant que la rationalité, quand elle est mal utilisée, ça peut amener bien évidemment au mirage et à l'idéologie, mais justement je ne suis pas dans ça, je le prétends. Je fais partie d'aucune religion, je fais partie d'aucun parti politique, j'ai pas d'intérêt particulier à travers ça, mais comme beaucoup d'autres personnes, je pense la majorité des personnes sur la Terre, eh bien voilà, je n'aime pas l'injustice, et s'il y a un mot aujourd'hui, je pense, qui réunit la plupart des gens, c'est injustice, le sentiment d'injustice. Rappelons-nous l'horreur du passé, rappelons-nous les génocides, les gouvernements sans pitié qui se sont succédés partout, que ce soit l'Espagne catholique du siècle d'or, de Charles Quint, d'Isabelle la catholique, de Philippe II, et le génocide, l'esclavagisme, la déportation en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ou ce qu'ont fait les WASPs, les White Anglo-Saxon Protestants, en Amérique du Nord et dans d'autres pays. Rappelons-nous ce qu'a fait l'Empire turc, l'Empire ottoman aux Arméniens, ce qu'a fait le nazisme aux Juifs, et ce qu'avant il s'est passé avec les pogroms en Europe de l'Est. Rappelons-nous les crimes de Staline contre les dissidents des populations entières, dont les Ukrainiens. Rappelons-nous Pol Pot. Rappelons-nous tout ça, et malheureusement, eh bien, ayons conscience que l'horreur et la manipulation sont, hélas, une des lois de l'histoire, et quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Nous sommes en 2020, ça ne s'est jamais arrêté. Et
il y a toujours eu du déni, un déni long et grave de la part de beaucoup de médias sur ces points-là, de la part des politiques, de la part du monde de l'économie, des religions souvent. Donc ne pas savoir quand il se passe les choses les plus graves, c'est la loi, la plupart du temps. Et ne pratiquons pas ce qu'on dénonce, c'est-à-dire ne pratiquons pas l'irrationalité, ne pratiquons pas la manipulation, ne pratiquons pas la peur, en refusant de voir un processus qui est un processus historique, qui est à l'œuvre en ce moment, et depuis longtemps. L'histoire est là pour qu'on en tire les leçons, et on va voir un certain nombre de points d'histoire et leurs liens avec l'actualité. Donc tout ce que je vais dire, je le répète, est rationnel et s'appuie sur l'histoire et des faits, des textes et des déclarations, aussi étranges que cela puisse paraître, des déclarations avant de dérouler un programme. Rappelons-nous tous les scandales alimentaires, pharmaceutiques, énergétiques, sociaux qu'il y a eu, ne serait-ce que dans notre société en France. La destruction de tout le tissu social, de toute l'activité indépendante dans l'artisanat, dans l'agriculture, et la façon dont les plus grandes entreprises ont collaboré avec des entreprises internationales dans le sens qui a été celui de l'oppression et de la destruction de la planète. Je vais d'abord donner deux exemples avant de commencer véritablement. C'est d'abord la loge P2 en Italie, Propaganda 2, qui a été dissoute, mais qui s'est poursuivie ensuite par la loge P3, et où étaient mêlés aussi bien des mafieux, des politiques, des industriels, des journalistes, et dont le but était, j'allais dire ouvertement, bien sûr pas ouvertement, mais délibérément, de remplacer toutes les instances italiennes par des instances privées, libérales, et de refonder complètement l'Italie à la manière d'un des gouvernements de l'Amérique du Sud au cours du plan Condor et de l'instauration par des coups d'État de dictatures ultralibérales. Ça, ce sont des faits. Je consacrerai une des prochaines interventions à cette loge P2, très importante. Voilà. C'est un cas d'école, beaucoup en ont entendu parler, mais on oublie vite, donc vous pouvez déjà vous renseigner sur ce cas-là. Et puis, le deuxième cas qui a été dénoncé par beaucoup de journaux, et en premier lieu le New York Times dans les années 70, eh bien c'est le projet MK Ultra, Mind Control Ultra, qui est un projet qui a fait collaborer un psychiatre canadien, expert en contrôle mental, hein. C'est des choses qui ont été testées dans sa clinique dans les années 50 et 60, après avoir interrogé tous les criminels de guerre nazis, s'appelait le docteur Donald Evan Cameron. Il a travaillé avec la CIA, avec l'école ultralibérale de Chicago, et avec l'armée américaine et des pouvoirs locaux, des gens de l'armée, des loges, de l'économie, des grands financiers en Amérique du Sud, et ça a donné le plan Condor, avec l'instauration donc de dictatures ultralibérales en Amérique du Sud dans les années 70 et 80, la plus célèbre étant celle de Pinochet. Et ça a été en particulier dénoncé dans le très beau livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, point par point, d'où a été tiré un documentaire. Tout ça, ce sont des faits qui sont avérés et qui montrent deux formes qui peuvent apparaître extrêmes de mondialisation, mais qui sont juste emblématiques et à l'image de beaucoup d'autres choses qui se sont passées à travers l'histoire. Alors,
Si des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, pensent que ça a toujours été comme ça à travers l'histoire, qu'on ne peut rien faire, qu'il vaut mieux ça que le chaos, parce que souvent, malheureusement, les révolutions ont amené au chaos. Si la restriction des libertés est un pis-aller qui nous protège de situations d'effondrement, de désordre et amenant à des scènes horribles, eh bien, je dis en accord avec vos valeurs, que vous soyez catho, bobo, gaucho, protestants, musulmans, juifs, branchés, réac, sociodémocrates, républicains d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou de l'extrême centre, puisque c'est aujourd'hui la tendance, eh bien, à ce moment-là, ayez la décence de traiter correctement vos prochains, vos semblables. Il y a des moyens très simples, comme le fait de changer de banque, parce qu'on sait aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'économie, depuis 2008 et bien avant, et passer par des outils aussi simples que la consommation, commerce équitable, agriculture biologique, consommer local, et faites en sorte que dans vos vies, vous soyez en accord avec vos valeurs. Si vous faites ça, eh bien bravo, parce que c'est la base véritablement. C'est indispensable, c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant, mais tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien on n'a pas commencé à enrayer cet ordre mondialisé, ou ce désordre, ce chaos mondialisé, très bien organisé, qui a amené de façon indiscutable, ça tout le monde le sait, la terre au bord de l'abîme, les peuples à genoux, et qui encore aujourd'hui, en ces temps de coronavirus, est en train de provoquer un effondrement terrible, une crise terrible, comparable peut-être à la crise des subprimes, et fruit d'une politique complètement incompréhensible de ce gouvernement, en termes d'annonces, en termes de réactions, en termes de mesures pendant cette crise du coronavirus, mais dont les résultats sont en complète continuité avec le parcours personnel, économique ou politique de ceux qui sont à la tête de ce gouvernement et de ceux qui les ont portés à la tête de ce gouvernement. C'est-à-dire que dans la crise du coronavirus, il n'y a pas une rupture dans la politique de ceux qui tiennent le pays aujourd'hui, mais il y a une continuité aussi terrible que ça puisse paraître. Donc, si ce sujet, vous le considérez comme délirant, si vous n'êtes pas prêt à entendre les faits que beaucoup d'autres rapportent, et on verra bientôt que de grands écrivains aussi en ont parlé, eh bien, soyez décents, j'ai envie de dire, dans votre vie quotidienne, si vous en avez les moyens, et beaucoup de personnes en ont les moyens, et comportez-vous correctement dans votre façon de consommer et de placer votre argent ou de le retirer et de le mettre dans une banque éthique. Il y en a à peu près une seule, je dis tout de suite, c'est la NEF, où il y a aussi des structures comme le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Mais il y a très peu de structures véritablement éthiques qui existent. Mais l'histoire a démontré que des changements étaient possibles à l'échelle d'une société. La plupart des révolutions ont été sanglantes. C'est comme Saturne qui castre son père et qui dévore ses enfants, c'est à l'image de cela. La révolution, et on verra tout à l'heure que le symbole de Saturne joue un rôle assez important chez ceux qui désirent avoir un nouvel ordre mondial. Et cette phrase magnifique d'Edgar Morin, eh bien, qui dit que l'improbable est toujours possible et que l'histoire n'est jamais complètement écrite, il faut toujours choisir Eros par rapport à Thanatos, c'est-à-dire l'amour par rapport à la mort,
Et il a dit dans cette conférence qu'il avait donnée à Grenoble le 24 octobre 2017 aussi que le changement, le progrès avait souvent été apporté par des gens qu'on qualifiait de déviants, des gens qu'on considérait comme pas respectables. Il a cité en particulier le Christ et le Bouddha, mais il aurait pu citer aussi beaucoup de théoriciens du changement social. Et on n'est pas obligé d'en passer par l'idéologie, la dictature et le coup d'État pour amener des changements qui peuvent être rapides, oui, rapides, profonds et beaux. Alors, l'idée du nouvel ordre mondial, je vais d'abord donner un petit peu de lourd pour commencer, pour ceux qui seront un petit peu pressés. Voilà, ça c'est la une de l'Express, du 28 février au 6 mars 1991. On verra un petit peu à quel point ce magazine est important dans le processus de mondialisation et de nouvel ordre mondial, et de gouvernement mondial. Ça c'est un article de Jacques Attali, qui a été donc éditorialiste pendant de nombreuses années à l'Express, tiré de 2009, c'était au moment de l'épidémie de H1N1 où on voulait vacciner des dizaines de millions de personnes, finalement ça a fait quelques morts, et où il dit, à travers donc une épidémie, une pandémie, on en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Et une troisième une de l'Express, ça c'est celle de la semaine passée, hein, avec Nicolas Bavrez. Fermer ses frontières serait un suicide pour la France, fermer ses frontières économiques, bien sûr. On ne parle pas des migrants qui fuient les guerres hein, et les tyrannies. Et avec un panégyrique sur la mondialisation que l'on verra tout à l'heure. On va pas avoir peur des tabous ou des clichés dans cet exposé parce que c'est important d'aller au bout vraiment de certaines choses, mais avant d'aller au bout, d'aller aux origines. Déjà, l'expression nouvel ordre mondial, d'où elle vient? Alors, elle vient en fait de ce fameux billet de 1 dollar, hein, avec cette fameuse pyramide avec un œil au-dessus. Bon, c'est un fait, hein. C'est un billet qui date Alors, il a été fait en fait dans les années 20, je crois, cette édition du dollar. Hein. Et donc, il y a cette fameuse pyramide avec l'œil au-dessus qu'on va retrouver à peu près à la même époque que la création du dollar et de la révolution américaine, puisqu'on parlait de religion et de loge maçonnique, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen hein, de la Révolution française, avec l'œil qui est au-dessus de ces sortes de tables de la loi, hein, et puis le rayonnement à partir de l'œil. Et puis une troisième chose, évidemment, on en a beaucoup parlé, eh bien c'est Emmanuel Macron, 250 ans à peu près après la Révolution américaine et après la Révolution française, devant la pyramide du Louvre le soir de son élection, sachant toutes les théories complotistes contre lesquelles le gouvernement a souvent mis en garde le citoyen, on se dit, est-ce que c'était une provocation de se mettre juste devant la pyramide, sachant tout son passif à la banque Rothschild, la vente d'Alstom, d'une partie d'Alstom aux États-Unis, hein, la partie de la défense en disant que la France n'était pas le Venezuela et qu'on ne pouvait pas intervenir, son appartenance au groupe Bilderberg quelques mois avant d'être nommé ministre des Finances en 2014. Bref, en tout cas, c'est assez étonnant. Hein, voilà, je remontre la photographie. Moi, j'y vois aussi un lien avec la tragédie d'Œdipe roi. En fait, le terme c'est Oedipe tyran en grec.
La tragédie d'Œdipe tyran, eh bien, c'est un homme Oedipe qui tue son père sans le savoir et qui épouse sa mère et qui provoque la peste dans la cité. Et bon, il y a un lien qui apparaît tout de suite évident entre Oedipe et Macron, mais c'est pas de celui-là que je veux parler. C'est le fait que dans la tragédie de Sophocle, eh bien, Oedipe est celui qui va vaincre le Sphinx en répondant à son énigme, et après le Sphinx va se suicider. Et Oedipe donc va prendre la place de Jocaste, je crois, enfin, en tout cas la reine de Thèbes, c'est-à-dire la place de son propre père, et cela va provoquer la peste. Et c'est intéressant parce que eh bien, le Sphinx, c'était François Mitterrand, et Oedipe est vraiment celui, pardon, Emmanuel Macron est vraiment celui qui a détruit le Parti Socialiste, l'héritage de Mitterrand, qui est personnellement une personne que je n'appréciais pas beaucoup, même si effectivement il a amené des changements sociaux qui eux étaient bons en France. Et la façon dont le Parti Socialiste s'est suicidé, en quelque sorte, après la victoire d'Emmanuel Macron, ça ressemble beaucoup au suicide du Sphinx. Et dans la tragédie de Sophocle, hein, et donc du PS à la peste dans laquelle nous sommes. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil. Mais il y a aussi des archétypes comme ça qui sont dits à travers les mythes. La psychanalyse est là pour nous le rappeler, sachant que bien, le complexe d'Oedipe, s'il y a une chose que les gens connaissent sur Freud, c'est peut-être ça. Alors, l'expression « nouvel ordre mondial », on la trouve sur le billet de 1 dollar des États-Unis, hein, Novus Ordo Seclorum, mais elle-même, d'où vient-elle? Bon, c'est une expression ancienne, reprise donc par les francs-maçons. On sait que la Révolution américaine et la Révolution française a été une révolution, entre autres, maçonnique. On trouve ça bien dans le livre de Dan Brown, hein, comment il s'appelle? C'est pas Angers-Démon, enfin bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un secret. Et d'ailleurs, les libéraux, héritiers de la franc-maçonnerie, ou les francs-maçons eux-mêmes, s'en vantent souvent, en disant eh bien, que c'est eux qui avaient amené le progrès des nations. Mais cette expression, donc nouvel ordre mondial, elle vient en réalité, ça c'est tout à fait traçable, d'un texte du poète latin Virgile, qui a écrit donc les bucoliques autour de l'an 40-50 avant Jésus-Christ. C'était un poète extrêmement célèbre dans tout l'Empire romain, et dans sa 4e églogue, qui a fait couler beaucoup d'encre, eh bien, il annonce la naissance